Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 9 septembre 2025 et notre ami Carl Wilkerson est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, Carl. Ravi d'être avec toi, Nima, même si c'est par ce moyen idiot de mon téléphone portable. Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous aider à toucher plus de monde. Larry, nous avons eu une attaque à Doha. Ce n'est pas la Syrie, ce n'est pas l'Iran, et je dirais même pas la Turquie. C'est au cœur de l'un des principaux alliés des États-Unis. Que s'est-il passé? Quelle est votre compréhension de la situation? D'après ce que je comprends, Bibi Netanyahou fait exactement ce que Bibi Netanyahou a l'habitude de faire. Il est prêt à tout pour satisfaire ses désirs, sa volonté, peu importe à quel point ça peut être sanguinaire, peu importe à quel point cela viole le droit international, peu importe à quel point cela va à l'encontre des préoccupations de son grand patron à Washington, il le fera. Et il dit qu'il le fera. Et si j'ai bien compris, il a dit qu'il l'avait fait. Et il a dit qu'il ne nous avait pas consultés avant de le faire. Je comprends que le gouvernement dit autre chose, mais c'est Bibi. C'est Bibi. C'est avec lui que nous devons composer maintenant. Un homme qui a quitté son propre procès, qui a quitté la salle d'audience, m'a-t-on dit, ou qui n'y est pas allé du tout, l'un ou l'autre, à cause des personnes qui ont été tuées dans le bus, je suppose. Il trouvera n'importe quelle excuse. Il se fiche complètement de ces gens-là. Il ne veut tout simplement pas aller à son procès. Ils ont déclaré que selon les médias israéliens, ils avaient reçu le feu vert des États-Unis avant d'attaquer Doha. D'accord. Et il a dit qu'ils ne l'ont pas fait. Donc vous savez, il affirme qu'il est capable de tout faire, malgré n'importe quel grand patron à Washington. Et le gouvernement israélien essaie de masquer un peu cela parce qu'ils savent qu'il y a un grand patron à Washington. Et ils savent que ce grand patron à Washington entretient une relation très étroite avec le Qatar et qu'il y a une base aérienne très sensible là-bas. Mais nous ne ferons rien. Nous ne ferons rien. Bibi est notre homme. Bibi fait ce que nous voulons et nous le faisons. Quel était l'objectif de tuer les dirigeants du Hamas? Pense-t-il vraiment que cela changerait la nature ou l'issue des négociations? La seule raison que je peux imaginer, et cela correspond à d'autres situations similaires, c'est qu'il ne voulait aucun accord. Il ne voulait pas que la moindre négociation aboutisse. Alors il a fait en sorte que cela n'arrive pas. Il semble que Donald Trump soit d'une certaine manière satisfait de cela. Il ne fait rien. On n'entend pas Donald Trump sortir et condamner quoi que ce soit. Et qu'est-ce qu'il y a chez Netanyahou qui résonne autant chez Donald Trump? Je ne suis pas sûr que Donald Trump. D'abord, laissez-moi revenir en arrière. Il y a plusieurs réponses à cette question, dont aucune que je connaisse avec certitude. Mais la première réponse que je donnerai est Donald Trump s'en fiche. La deuxième réponse que je donnerai est que Donald Trump n'est pas pleinement maître de ses facultés en ce moment. Et j'entends des rumeurs en ce sens provenant de toutes sortes de personnes différentes. Que ce soit à partir de certaines photos récentes de lui ou de personnes qui ont réellement été en contact avec lui et ont fait remarquer à quel point il était incontrôlable dans son langage, ses phrases et sa façon de parler en général. Une troisième raison, cela semble être sa façon de gérer Bibi, le laisser aller aussi loin que Bibi veut aller, et ensuite seulement, si cela s'avère avoir des répercussions politiquement dommageables pour lui, c'est là qu'il juge. C'est toujours ainsi qu'il juge. Et ce n'est pas un bon jugement. Va-t-il le freiner ou faire quoi que ce soit qui aille à l'encontre de ses souhaits?
Je ne sais donc pas laquelle de ces raisons c'est, ou s'il y en a une quatrième ou une cinquième. Je n'en sais rien. Mais je connais le passé, et le passé montre que Bibi peut faire tout ce qu'il veut. Nima, s'il envoyait un missile vers Moscou ou vers Pékin, s'il pouvait le faire, ou s'il en envoyait un vers n'importe quelle autre capitale du monde, d'ailleurs, Donald Trump ne le réprimanderait pas. Je ne pense pas. Il pourrait lui parler, mais je ne pense pas qu'il le réprimanderait. Et Bibi aurait une excuse. Voilà la nature de la relation. Et c'est cette relation que j'ai décrite comme le chien qui fait notre sale boulot au levant pour nous. Et nous n'osons pas interrompre ce processus. Je vais vous donner un exemple qui me tourmente en ce moment, en y réfléchissant. Parce que depuis un certain temps, j'ai été un défenseur assez virulent de cette alternative de l'Assemblée générale de l'ONU, s'unir pour la paix. Et j'en comprends les détails. Je sais que cela a déjà été fait, je sais que cela peut être fait, et que ça peut se faire sans le Conseil de sécurité, etc. Mais voilà le dilemme. Bien que nous souhaitions tous, je pense, qui avons un cœur, voir cesser les tueries et la famine, que ferez-vous si Mahmoud Abbas est l'autorité qui fait la demande et qu'il doit s'agir d'un chef d'État? Et vous savez que Mahmoud Abbas n'est meilleur que le Hamas uniquement parce qu'il ne tue pas activement des gens en ce moment ou ne participe pas au combat. En d'autres termes, Mahmoud Abbas n'est pas quelqu'un que je voudrais voir diriger un État palestinien s'il y avait une solution à deux États. Donc, vous lui donnez du pouvoir, en quelque sorte, si vous le laissez être le signataire de la demande en tant que chef d'État de la Palestine. Voilà votre premier problème. Vous pourriez au moins contourner ce problème si cela permettait de mettre fin aux tueries et à la famine. Mais le deuxième problème est difficile à contourner. Il accepterait, et nous insisterions, avec lui, que la force chargée de faire respecter la paix soit composée de membres du Conseil de sécurité de l'ONU, et il s'agirait de membres particuliers. La France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, d'anciennes puissances coloniales, dirais-je. Et la seule chose qui en résulterait serait une prolongation. Arrêter les tueries, faire respecter la paix, en quelque sorte, mais cela ne ferait que prolonger ce qui se passe actuellement à feu doux et ce qui se passait avant le 7 octobre sur ce même feu doux. En d'autres termes, nous irions vers la même issue. Il n'y aurait pas deux États. Ils continueraient à coloniser la Cisjordanie et continueraient à l'appeler Judée et Samarie. Ils poursuivraient ce qu'ils font au Liban, continueraient ce qu'ils font en Syrie. Il n'y aurait pas d'arrêt. Nous avancerions simplement lentement vers le résultat, plutôt que rapidement et bestialement vers le résultat. Donc la seule façon de faire fonctionner cette initiative de l'AGNU, cette initiative UFP, serait de trouver quelqu'un d'autre pour signer la lettre. Je ne pense pas que ce soit possible. Je ne pense pas que l'ONU puisse reculer autant en termes de droit et de légalité pour faire cela. Laissez Abbas aller de l'avant et le faire. Mais le mécanisme d'application de la paix sur le terrain doit être non occidental. Le mécanisme d'imposition de la paix devrait être dirigé par la Chine, avec au moins 40 000 soldats, puis complété par des Turcs, des Pakistanais et d'autres. Des personnes qui n'ont pas nécessairement d'intérêt direct dans le conflit. Des personnes qui chercheraient réellement à maintenir et à faire respecter la paix. Je dirais aussi qu'il devrait appliquer les autres résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui signifie, comme l'a suggéré Richard Haass, avant de s'arrêter sans expliquer comment il le ferait, typique de Richard, faire partir les colons de Cisjordanie, faire partir les colons de Jérusalem-Est, faire partir les colons de partout où ils n'ont pas leur place, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, les faire partir. Je me fiche de la manière dont vous les faites sortir.
faites-les sortir. Déposez-les en Israël même et dites-leur, voilà, installez-vous ici. C'est la seule façon de garantir que les Palestiniens aient réellement un avenir, et non un retour à cette destruction progressive qui s'est accélérée le 7 octobre. On ne ferait que ralentir un peu le processus, mais il continuerait inexorablement vers le même résultat final, parce que c'est ce que l'Empire veut. Il faut donc intervenir avec une puissance qui a la capacité, les moyens, l'argent, les compétences et la volonté de tenir tête à l'Empire. Et à mes yeux, il n'y a qu'un seul pays qui pourrait diriger une telle opération, et c'est la Chine. Larry, voici ce qu'a déclaré la Maison-Blanche au sujet de l'attaque à Doha, au Qatar. Ou dans quelle mesure les États-Unis ont-ils été prévenus et le président soutient-il la frappe? Monsieur, bien sûr. Eh bien, j'ai une déclaration à lire pour vous tous concernant la frappe israélienne à Doha. Et la voici. Ce matin, l'administration Trump a été informée par l'armée américaine qu'Israël attaquait le Hamas, qui très malheureusement se trouvait dans un quartier de Doha, la capitale du Qatar. Bombardé unilatéralement à l'intérieur du Qatar, une nation souveraine et un proche allié des États-Unis qui travaille très dur et prend des risques courageux avec nous pour négocier la paix, ne fait pas avancer les objectifs d'Israël ou de l'Amérique. Cependant, éliminer le Hamas, qui a profité de la misère de ceux qui vivent à Gaza, est un objectif louable. Le président Trump a immédiatement ordonné à l'envoyé spécial Witkoff d'informer les Qataris de l'attaque imminente, ce qu'il a fait. Le président considère le Qatar comme un allié solide et un ami des États-Unis, et il est profondément attristé par le lieu de cette attaque. Le président Trump souhaite la libération de tous les otages à Gaza, ainsi que des corps des victimes, et veut que cette guerre prenne fin immédiatement. Le président Trump s'est également entretenu avec le Premier ministre Netanyahou après l'attaque. Le Premier ministre a dit au président Trump qu'il souhaite faire la paix et rapidement. Le président Trump pense que cet incident malheureux pourrait constituer une opportunité pour la paix. Le président s'est aussi entretenu avec l'émir et le Premier ministre du Qatar et les a remerciés pour leur soutien et leur amitié envers notre pays. Il a assuré les événements que reproduira leur sol. Comment cela se fait-il? Parce qu'ils n'ont pas pu. Il semble que, je ne sais pas si vous avez entendu parler du résultat de l'attaque. Il ne semble pas qu'ils aient tué la personne qu'ils voulaient tuer, c'est-à-dire le chef du Hamas. Il est en vie. Son fils a été tué d'ailleurs pendant l'attaque. Son fils? Oui, son fils a été tué. Il ne semble pas que les personnes tuées aient eu un rôle décisif dans les négociations avec l'Occident ou avec les Israéliens. La déclaration était habilement formulée. C'était le mieux qu'elle pouvait faire, le mieux que toutes les personnes qui travaillaient d'arrache-pied dans l'ombre pouvaient faire pour la préparer. Je pense à une ou deux exceptions près, comme les propos du président Trump, qui sont tout simplement absurdes. Il s'en fiche complètement que la déclaration était équilibrée et que c'était probablement le mieux qu'il pouvait faire pour masquer ce qui est en réalité un événement tragique, tant pour les relations entre les États-Unis et Israël que pour la situation à Gaza. La raison pour laquelle ils l'ont fait, j'en suis assez sûr, c'est que Bibi Netanyahou ne veut pas d'un règlement négocié. Point final. Et il avait des renseignements lui indiquant qu'ils s'en approchaient, ou qu'ils étaient sur le point d'aboutir à quelque chose. Et cela ne lui a pas plu. Il voulait donc que cela s'arrête. Et c'était la meilleure façon d'y mettre fin. Nous avons complètement passé cela sous silence, bien sûr, car notre objectif n'est pas de dire la vérité dans tout cela. Mais la seule phrase qui pourrait s'avérer être une lueur d'espoir dans un tableau par ailleurs sombre, c'est la déclaration de Trump.
Je crois l'avoir bien entendu. Il faudrait que je la réécoute. Mais il a dit que cette guerre doit cesser. C'est catégorique. Et si c'est bien ce qu'il voulait dire, de façon catégorique, alors ça signifie qu'il commence à s'irriter. Il commence à s'énerver face à l'impossibilité de parvenir à un cessez-le-feu et au final, à la fin de la guerre. Je pense qu'il commence à comprendre à quel point cela dégrade la position politique du parti qu'il représente, et encore plus, et c'est plus important pour lui, sa propre position. Et il est probablement à bout de ressources quant à la manière de changer cela, et de le faire rapidement, à part mettre fin à ce conflit, et donner l'impression d'y mettre fin de façon positive, retour des otages, etc. Netanyahou, non. Netanyahou, non. Et cela soulève la question suivante. Est-ce que Donald Trump se rend compte que Bibi va l'entraîner dans une guerre avec l'Iran? A-t-il seulement la moindre idée que Bibi prévoit de l'entraîner dans une guerre avec l'Iran? Et la raison pour laquelle je l'affirme aussi catégoriquement, c'est parce qu'il n'a pas de conseiller à la sécurité nationale. Son conseiller à la sécurité nationale, pour ainsi dire, c'est le secrétaire d'État, qui est désormais concentré sur le fait de faire tout ce qu'il peut pour nuire à tous les pays possibles en Amérique latine, en particulier au Venezuela. Il ne prête aucune attention au reste de la situation, à la partition sur laquelle les États-Unis violent les droits de tant de personnes à travers le monde. Donc, personne ne dit à Donald Trump que, même s'il met fin à ce conflit, même s'il mène d'excellentes négociations avec Witkoff et à Doha, bien qu'elles viennent d'être sérieusement interrompues, cela ne changera rien, car il va entrer en guerre avec l'Iran. Bibi est déterminé à l'entraîner dans une guerre contre l'Iran, parce que Bibi ne peut pas gérer l'Iran lorsqu'il les attaquera à nouveau. Et il le sait. Donc il les attaque à nouveau uniquement pour vous impliquer, parce qu'il pense que vous le pouvez. Maintenant, ce conseiller à la sécurité nationale devrait consulter le secrétaire Hegseth, et ils devraient ensemble dire au président, lorsque cela se produit, qui sème le vent récolte la tempête. Et la tempête va vous coûter des milliers de milliards de dollars, beaucoup de sang, et vous ne serez pas le vainqueur à la fin. Ni même quand il semblera que cela doit se terminer et que cela se termine. Personne ne lui dit cela. Pas une seule âme au gouvernement ne lui dit. Et il ne lit pas les autres. Il ne lit pas les journaux, comme ce qu'a écrit Trita Parsi, par exemple. Il n'a personne pour lui dire la vérité. Et c'est une situation très dangereuse pour un homme qui est déjà vraiment handicapé dans sa relation à la vérité, surtout en matière de vérité sur la sécurité nationale. Et il ne comprend même pas cela. Donc je ne sais pas où nous allons, Nima. Je ne sais tout simplement pas où nous allons. Au Levant, en Ukraine, dans la vaste tapisserie de conflits qui se déroule là-bas et dont certains d'entre nous n'ont même pas connaissance. Et je ne sais pas ce qui se passe concernant ce nouveau document de défense, qui réarticule essentiellement notre posture stratégique en la centrant avant tout sur l'hémisphère occidental et le territoire national. C'est un revirement complet par rapport au précédent, même s'il inclut toujours un accent sur la Chine et la Russie, ainsi que sur tous les autres éléments. Mais tous les autres éléments, à l'exception de celui qui concerne la Chine et la Russie, sont intégrés dans cette priorité principale. Mary Miss Farnage et Miss Siri Betuit. Voici ce qu'a déclaré le ministre italien des Affaires étrangères. Il nie avoir été informé avant l'attaque israélienne, affirmant que le contact avec les responsables américains a eu lieu au moment des explosions. Qu'est-ce que cela signifie, Larry, sur le plan géopolitique, lorsque vous frappez certaines cibles et que vous laissez Israël a attaqué le Qatar, qui est l'un des principaux alliés des États-Unis? Quelles sont les conséquences de cela pour les autres pays de la région?
what is the outcome of that for other countries in the region? Eh bien, je soupçonne que cela ressemble un peu à ce qui s'est passé avec les Japonais et l'attaque de Pearl Harbor, qui a entraîné notre participation à la Seconde Guerre mondiale. Les Japonais essayaient désespérément. Cela n'atténue pas vraiment leur perfidie, certes. Mais ils tentaient désespérément de faire parvenir à Roosevelt, avant l'attaque, le signal qu'il rompait les relations, car nous savions que ce signal signifiait la guerre. Et cela aurait constitué un avertissement. Cela n'aurait peut-être été qu'un avertissement de courte durée, mais cela en aurait été un. Ils ont échoué. Ils ne l'ont pas transmis à temps. Je soupçonne qu'il s'est peut-être passé quelque chose de similaire dans ce cas aussi, à une moindre échelle, bien sûr. Mais le message n'est tout simplement pas arrivé à temps. L'objectif était d'arriver là-bas. Vous savez, quelques minutes, une demi-heure, tout ce qui pouvait être accompli, avant la frappe. Cela pourrait aussi avoir été une erreur opérationnelle israélienne. Ils sont peut-être arrivés trop tôt, ou ils n'ont peut-être pas fait exactement ce qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire. Mais je soupçonne qu'il s'agissait davantage d'une mauvaise coordination qu'autre chose. Mais cela n'annule pas le fait que vous venez de poser cette question. Quelles sont les conséquences lorsque vous frappez un allié de cette manière, de façon inattendue, même si cela avait été une demi-heure plus tôt? Je veux dire, qu'aurait dit l'émir s'il avait été informé que nous allions bombarder le Hamas, son bâtiment et dans son pays? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'il aurait dit « D'accord, très bien, laissez-les faire ». J'aurais probablement décroché le téléphone et appelé Washington en disant « Vous vous moquez de moi ». Je ne sais pas en fait. Donc oui, c'est une faute diplomatique de premier ordre. Mais plus important encore, si j'étais le Qatar, je réagirais avec fermeté. J'adresserais au moins une démarche officielle aux États-Unis par l'intermédiaire de l'ambassadeur sur place. Et j'irais même jusqu'à le prévenir que leurs installations dans mon pays pourraient être retirées à tout moment, ou même les retirer. Ils vont pas faire ça. Ils comptent trop sur ces installations. Pas seulement pour les raisons que l'on énumère habituellement, vous savez, la présence américaine dans la région, le bouclier de sécurité américain, etc., mais aussi parce qu'il y a de l'argent en jeu, et beaucoup d'argent. Il y a des gens qui disaient ce matin que, vous savez, le Qatar devrait reprendre son avion. Vous savez, le 747, ils devraient reprendre leur avion. Bon, d'accord. Qu'est-ce que ça prouve? Ça ne prouve rien. Ce n'est pas un préjudice important, dans un sens ou dans l'autre. Ils devraient faire quelque chose de plus énergique, s'ils veulent vraiment montrer leur colère et leur intention de peut-être envisager les choses sous un autre angle. Mais ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire. Je déteste le dire, Nima, mais les États arabes ont montré toute leur impuissance au cours des 2 dernières années environ. Depuis le 7 octobre, ils ont été inefficaces. Ils sont fondamentalement inefficaces. L'Arabie saoudite, par exemple, aurait-elle pu faire quelque chose? L'Arabie saoudite pourrait-elle faire quelque chose aujourd'hui? Oui, elle le pourrait. Mohammed Ben Salman pourrait, j'imagine, décrocher son téléphone, appeler Ankara et réunir tout le monde en ligne pour dire « Vous avez d'énormes problèmes économiques en ce moment. Donc je ne vous reproche pas de ne pas avoir déployé de force majeure au Levant pour contenir ce salaud de Bibi Netanyahou. Ce que je vous propose, c'est une solvabilité totale pour votre situation économique, au moins à court terme. De quoi avez-vous besoin? Vous faut-il 200 milliards de dollars? 300 milliards. De quoi avez-vous besoin? Nous vous achetons pour que vous fassiez ce que vous auriez dû faire depuis longtemps. Ce serait un geste puissant de la part de Riyad. Et je ne suis pas sûr qu'il ne pourrait pas y arriver. Probablement qu'avec les autres capitales arabes et peut-être même le Pakistan,
ils pourraient réunir à la fois les moyens matériels et les fonds nécessaires. Mais qui pense de cette façon? Je veux dire, ils ne pensent pas comme ça. Ils pensent à se couvrir en permanence et à gagner plus d'argent. Pendant ce temps, j'ai entendu aujourd'hui une analyse qui me semble très juste. Il y a plus de 200 000 hommes, femmes et enfants. Probablement 50% de femmes et d'enfants, peut-être encore 10 à 20% de personnes âgées, sous les décombres à Gaza même. Impossible de savoir combien en Cisjordanie ou à Jérusalem-Est, mais à Gaza même, c'est ce nombre de personnes. C'est quelque part entre 200 000 et 300 000 personnes. Maintenant, le Washington Post dit « Prouve-le, Larry, prouve-le, Larry ». Et je leur réponds « Bougez-vous et allez à Gaza avec une pelle ». Le New York Times dit la même chose. Ralph Nader vient d'envoyer une lettre aux 2 journaux en leur disant « Vous mentez, le nombre de victimes est bien plus élevé. Et si vous n'étiez pas lobotomisé, vous le sauriez. » Mais non, nous suivons la ligne du gouvernement. Nos médias suivent la ligne du gouvernement. Il n'y a personne au New York Times ou au Washington Post qui ait le moindre courage de rapporter la situation à Gaza comme elle devrait l'être. C'est aussi simple que ça. Vous avez mentionné la Turquie. Je pense que le rôle de la Turquie est complexe. Ils prennent Israël pour cible alors qu'ils attaquent Doha. Ils frappent certaines cibles en Syrie. Et nous savons que ces cibles sont liées à la Turquie, soit leur équipement, soit des personnes travaillant avec le gouvernement turc. Ces attaques peuvent d'une certaine manière être comprises comme des attaques contre la Turquie et ses mouvements en Syrie. Comment voyez-vous la possibilité d'une escalade entre la Turquie et Israël? J'ai manqué la première partie de vos commentaires. Avez-vous dit que les Turcs attaquaient des forces en Syrie? Non, les Turcs, ces zones et équipements qui sont attaqués sont liés au gouvernement turc et à des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, collaborent avec eux. Ou bien il s'agit d'équipements turcs présents sur place. D'accord. Eh bien, encore une fois, Erdogan est en difficulté économique et son gouvernement aussi. Il est en danger. Je ne le vois pas prendre de mesures énergiques à cet égard. S'il en vient à la conclusion politique, comme le font souvent les dirigeants, que l'usage de la force pourrait avoir un effet de renforcement sur sa situation politique en déclin, alors malgré les difficultés économiques, qui en sont vraiment la principale raison, peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il agirait s'il pense que cela pourrait améliorer ses chances politiques ou même renforcer sa position politique actuelle. Dans ce cas, il pourrait passer à l'action. Mais je ne m'y attends pas. Il m'a donné l'impression de beaucoup parler sans jamais agir. Et je dois dire la même chose de son ministre des Affaires étrangères. Vraiment. En fait, j'ai suivi son ministre des Affaires étrangères de plus près que lui-même ces 6 derniers mois environ. Il s'exprime bien, mais il n'en découle jamais rien. Rien de conséquent ne suit jamais. Je pense que les Arabes et les Turcs essaient de se surpasser en matière d'inefficacité. Voici Larry, le président Johnson. Il affirme qu'il ne sait rien de la frappe israélienne sur Doha. C'est probablement vrai. Alors que nous arrivions tous en voiture ou à pied, Israël a frappé Doha pour éliminer la direction du Hamas. Je suis curieux de savoir si l'un d'entre vous pense que ceux qui survivront là-bas devraient être expulsés du Qatar. Je ne suis au courant de rien concernant ce développement. C'est une nouvelle pour moi. J'ai été un peu occupé ces dernières heures, mais nous devrons voir comment cela évolue. Écoutez, j'étais moi-même en Israël il y a quelques semaines, début août. C'est une période très dangereuse là-bas. Ils ont des ennemis qui les entourent
Et ils essayent aussi d'apporter la paix. Mais le Hamas, vous savez, pour quiconque regarde cela de façon raisonnable, et c'est mon avis personnel, le Hamas doit être, il faut franchement éliminer cette menace à la frontière immédiate, à l'intérieur même des frontières d'Israël. Mike Johnson ne peut évidemment pas dire ce qu'il pense vraiment. Il aimerait le faire. Il aimerait le faire, tout comme Ted Cruz, lors de son entretien avec Tucker Carlson, s'est un peu écarté du sujet et a révélé à Tucker ce qui motivait ses décisions en matière de sécurité nationale, la Genèse dans l'Ancien Testament. Ce que Mike Johnson voulait dire à ce moment-là, et qu'il aurait dit si cela n'avait pas été trop préjudiciable à sa position politique, c'est « Je me fiche de ce qu'a fait Netanyahou. Nous attendons la fin des temps. Nous attendons l'enlèvement. Et la Bible dit qu'Israël doit réaliser le grand Israël pour que le Christ revienne sur terre. » C'est une condition préalable. Et tant que Bibi fait cela, je le soutiens. Il peut attaquer Riyad. Il peut attaquer Doha. Il peut attaquer n'importe quelle capitale de cette région s'il le souhaite. Bon sang, il peut même attaquer Washington, tant qu'il accomplit la prophétie biblique de l'Armageddon, la fin des temps, l'enlèvement et le retour du Christ. Voilà Mike Johnson. Je sais que c'est difficile à croire pour toi là-bas dans le Brésil fou, mais c'est là où nous en sommes dans ce pays. Il a 50 millions d'Américains derrière lui à cet égard. Dispensationalistes, fondamentalistes. Choisis le terme que tu veux. Ils le soutiennent. Et la plupart d'entre eux sont dans le Parti républicain. Pas tous, mais la plupart. Larry, en ce qui concerne ce sujet, je pense que ces attaques sont en quelque sorte un signal pour que le gouvernement libanais comprenne que le gouvernement israélien n'est pas digne de confiance. On ne peut pas croire ce qu'ils disent, parce qu'après tout, sans le Hezbollah, regardez le Liban, sans le Hezbollah, ils pourraient, à mon avis, entrer sur le terrain et s'emparer de tout le Liban. D'accord. Quand ils ne se soucient pas du Qatar, qu'ils ne se soucient pas de Doha, pourquoi devraient-ils se soucier du Liban? Non. Ils ont cette frontière juste là, et ils l'ont déjà fait auparavant. Quoi, 3 fois, 4 fois. Une fois, ils sont restés environ 10 ans. Il est temps pour eux de tout prendre et de rester pour l'éternité, ou jusqu'à la fin des temps. Bien sûr, des gens comme Netanyahou ne sont pas du tout religieux. Ils n'y croient pas. Ils sont simplement avides et assoiffés de sang et veulent un grand Israël. Et le Liban pourrait en faire partie. Le Liban, Beyrouth, a des raisons de s'inquiéter. Eh bien, que les États-Unis aient, de temps à autre, montré que cela serait un pas trop loin pour l'Empire, nous n'avons pas vraiment accepté que tout le Liban tombe sous l'influence de Jérusalem. Nous accepterions probablement si cela devenait un fait accompli, et Bibi en ferait un fait accompli, ou du moins il essaierait. Je ne suis pas certain que le reste du monde regarderait le Liban passer sous l'influence de Jérusalem sans réagir. Et quand je parle du reste du monde, je pense à des gens comme Poutine, à des gens comme Xi Jinping et à des gens à Téhéran. Il semble que le ministre des Affaires étrangères iranien au Caire ait conclu une sorte d'accord avec Grossi, le directeur de l'AIEA, avec lequel il souhaite entreprendre quelque chose. Je ne sais pas quel est le principal objectif ou le but de cet accord, mais des signes positifs émanent du Caire. Après tout, pensez-vous qu'avec cet accord, la menace d'une nouvelle guerre ou d'une nouvelle attaque contre l'Iran subsiste? Je ne sais pas ce que dit l'accord.
J'imagine que si les Iraniens ont une fois de plus cédé face à l'Empire et à leur propre désir de reprendre une forme de négociation, ils considèrent que l'AIOA est essentiel à cela. Ils doivent donc trouver un arrangement pour minimiser le danger, et il y a un danger pour eux venant de l'AIOA, infiltrée comme elle l'est par le Mossad et la CIA. En même temps, tout en minimisant ce danger, ils acceptent d'intégrer l'AIOA dans le processus de négociation. C'est tout ce que je peux imaginer, et je leur souhaite bonne chance. À mon avis, ils vont encore se faire embobiner. Au fait, l'accord doit être approuvé par le Parlement iranien. Bien, bien. Le Parlement Harutyov Matski. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Il y a eu beaucoup de critiques au Parlement iranien contre l'attitude du gouvernement et la manière dont il essaye de dialoguer avec l'Occident. Mais la seule option, Larry, après tout, je pense que la seule option, que peuvent-ils faire? La Russie a essayé de négocier. L'Iran essaye de négocier. Tout le monde essaie de négocier parce qu'il voit quelque chose de grand se produire. S'ils ne le font pas, aux yeux du monde entier, les gens diront qu'ils ne veulent pas discuter. Ils ne veulent pas, parce que les médias sont entre les mains de ces gens-là. Après tout, tout tourne autour des médias et de la façon dont ils présentent, dont ils essayent de façonner la situation. Et je ne vois pas les gouvernements en Iran, en Russie ou en Chine être, vous savez, d'une manière ou d'une autre, négatifs à propos de plus de négociations, plus de discussions. C'est pourquoi ils essayent de faire de leur mieux dans cette direction. Nima, je ne comprends pas pourquoi un pays dans le monde, même un allié ou un ami, penserait qu'il pourrait entrer en négociation avec les États-Unis d'Amérique, ou d'ailleurs avec Israël, et s'attendre à autre chose qu'à des mensonges, des tromperies, et finalement à être blessé d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est ce que nous faisons maintenant. Nous ne faisons plus de négociations. Nous ne pratiquons plus la diplomatie de bonne foi. Nous ne le faisons tout simplement pas. Je serais extrêmement inquiet pour l'Iran, et ils devraient l'être aussi pour eux-mêmes, s'ils devaient se lancer à nouveau dans une sorte de négociation impliquant l'AIOA et les habituels protagonistes discutant des mêmes sujets. Et je ne sais pas si cela a été motivé par la possibilité d'un retour des sanctions, mais je ne pense pas que ce soit une raison pour faire ce que tu suggérais qu'ils pourraient être en train de faire. Se préparer à essayer de reprendre les négociations. Négociations. Je ne pense pas que l'Iran ait vraiment beaucoup d'autres options viables que de suivre sa propre voie. Ce ne sera pas entièrement seul, car Poutine a fait des déclarations assez fortes. Je pense que le message issu des réunions de l'Organisation de coopération de Shanghai était un message clair de soutien. Je pense que l'Iran a effectivement des amis dans le monde. Il a des amis puissants dans le monde. Et il a aussi la capacité, comme nous l'avons dit à de nombreuses reprises, de tenir tête à Israël. Peut-être même de vaincre Israël. Je ne dis pas que j'espère que cela arrive, mais je suis presque certain que cela va arriver. C'est peut-être ce qui les pousse, d'une certaine manière, à essayer de rétablir des négociations. Mais je pense que c'est une erreur. Et je pense que s'ils n'ont pas tiré de leçons de leurs erreurs passées, alors ils sont irrécupérables. Maintenant, je ne suis pas partisan d'une guerre. Je ne suis certainement pas partisan d'une guerre. Et je ferai tout pour l'éviter de manière honnête, afin que chaque partie, et cela devrait toujours être le but de la diplomatie, chaque partie s'en sorte au moins aussi bien qu'on pouvait l'espérer, et avec quelques gains qui compensent plus ou moins les pertes. C'est à cela que sert la diplomatie. Il faut que ce soit gagnant-gagnant. Il ne faut pas que ce soit perdant-perdant, ou au pire, que personne ne gagne, personne ne perde. Point final. Ce n'est pas ce que nous faisons. Et s'ils n'ont pas compris cela, je les plains.
Voici ce que Pete Hex à propos du département de la guerre. À propos de son ministère de la guerre. Nous avons gagné la Seconde Guerre mondiale, non pas avec le ministère de la Défense, mais avec le ministère de la guerre. Nous recentrons notre armée sur sa mission principale, écraser les adversaires de l'Amérique. Écraser les adversaires de l'Amérique. Comme c'est quoi, 10, 11, 12 personnes dans ce bateau avec 3 moteurs hors bord en route vers Trinidad. Écraser les ennemis de l'Amérique. Allons, voyons. Tu peux trouver une meilleure rhétorique que ça, j'en suis sûr. Même dans une bande dessinée, tu peux trouver une meilleure rhétorique que ça. Et laissons de côté, Colin Powell disait ça tout le temps, et d'autres généraux que j'ai connus aussi, en qui j'avais confiance et foi. Ils utilisaient la métaphore du chef d'état-major de l'armée, ou du CNO, le chef des opérations navales. Ils disaient, tu sais pourquoi, le chef d'état-major de l'armée ou le chef des opérations navales, quand ils arrivent à environ 2 ans d'un mandat de 4 ans, ou peu importe. Tu sais pourquoi ils changent d'uniforme? Oui, ils changent l'uniforme parce que c'est la seule chose qu'ils peuvent faire qui va réellement se produire. Entre termes, ils ont été tellement inefficaces en tant que véritables dirigeants sur des questions qui comptent vraiment, qu'ils se rabattent sur le changement d'uniforme ou quelque chose de ce genre, quelque chose sur lequel ils ont effectivement le pouvoir et le mandat d'agir, afin de donner l'impression qu'ils accomplissent quelque chose. C'est exactement ce que représente le changement de nom du ministère de la Défense. C'est précisément cela. Ils n'arrivent pas à gérer le ministère. Ils n'arrivent pas à résoudre le problème du budget. Ils l'aggravent même. Ils n'arrivent pas à régler le problème du trop grand nombre de sous-traitants de la défense qui produisent des produits médiocres. Ils n'arrivent à résoudre aucun des vrais problèmes qui minent le ministère de la Défense. Et par extension, puisque la moitié du budget fait-il le pays, alors que fait-il? Il change les noms. Trouvez-vous un endroit sur la carte où vous pensez que Donald Trump fait quelque chose de positif? Je n'en trouve absolument aucune. En fait, nous avons eu une discussion à ce sujet entre nous au sein de l'Eisenhower Media Network, et certaines personnes voulaient dire qu'il est au moins anti-guerre. Je n'ai vraiment pas été d'accord. Vous savez, il a coulé un bateau. Ce n'est pas la guerre. C'est une transgression internationale. C'est un crime de guerre. Mais ce n'est pas quelqu'un qui s'oppose à la guerre ou à l'utilisation des instruments de guerre. Et il n'a certainement rien fait pour arrêter la bataille en Ukraine. Poutine fait tout cela par la force des armes. Il ne fait absolument rien pour arrêter la bataille la plus sanglante de la planète. À Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, en Syrie, au Liban. Rien. Il ne fait rien pour arrêter cela. Donc nous en sommes arrivés à la conclusion, ou du moins j'ai vraiment pensé que nous en étions arrivés à la conclusion, qu'il n'est même pas anti-guerre. Et ça aussi, c'était un mensonge. Il y a encore des gens qui pensent, d'accord, Trump est tout ce que tu dis qu'il est, mais au moins il n'est pas Joe Biden. Au moins, il veut pas la guerre. Il veut la paix. Tu vois ça, Nima? Aucun signe pour moi. Qui détient la supériorité en matière d'escalade en Ukraine? Donald Trump ou Vladimir Poutine? Donald Trump or Vladimir Putin? Vladimir Poutine, sans aucun doute. Il y a des gens qui chuchotent tout autour de la périphérie de l'Ukraine en ce moment, se demandant ce qu'ils vont faire de leur vie maintenant qu'ils savent que c'est perdu. Il y a des gens en Ukraine qui quittent déjà l'Ukraine, comme on disait dans l'armée, ils partent. Il y a des gens en Pologne
qui deviennent beaucoup plus prudents quant à ce qu'ils disent et font. Il y a par exemple des gens en Pologne qui s'opposent maintenant au fait que, peux-tu le croire, les Ukrainiens en Pologne lancent un mouvement pour s'assurer que le gouvernement polonais ne les trompe pas et enseigne bien la langue ukrainienne dans les lycées. Quelle revendication! J'ai envie de dire, attendez d'être là depuis un certain temps et d'entrer dans le processus politique. Et alors peut-être pourrez-vous influencer le programme scolaire dans les lycées polonais. N'allez pas dans la rue pour exiger que l'ukrainien soit enseigné dans les lycées polonais. Vous voulez énerver les Polonais? Je veux dire, tout s'effondre, Nima. Tout s'effondre. Et je ne donne pas beaucoup de temps à la direction ukrainienne. Je déteste même appeler ça ainsi, avant qu'elle ne disparaisse. On n'aurait jamais dû en arriver là. Cela aurait dû se terminer à Istanbul. Cela aurait dû se terminer avant même que l'opération militaire spéciale ne commence. Cela aurait dû s'arrêter là. L'Ukraine aurait encore beaucoup de choses. La Russie aurait accompli ce qu'elle voulait accomplir en matière de sécurité. Et certes, les Ukrainiens n'auraient pas laissé cela tranquille tant que les nazis étaient encore là, les gens d'Azov et autres. Ils l'auraient, vous savez, testé tous les jours. Mais au moins, nous aurions mis fin aux hostilités qui, d'après ce que l'on m'a dit, ont désormais fait près de 1,7 million de morts, dont la grande majorité du côté ukrainien, probablement environ 1,4 million. Nous n'aurions rien eu de tout cela. Et nous ne serions pas dans cette situation actuelle où des gouvernements s'effondrent en Europe. Ceux de l'Allemagne, de la France et celui du Royaume-Uni ne tient que de justesse, tandis que d'autres gouvernements vont suivre. Nous avons même eu l'autre jour le président finlandais qui a fait une déclaration assez sensée. Il n'est pas allé trop loin, mais il est allé suffisamment loin pour me montrer qu'il commence à ouvrir les yeux. Il sait que tout n'est pas si idyllique. Et en plus de cela, à cause des pressions créées par l'Ukraine, nous avons des évolutions tout le long de cet arc de crise dont je parlais. Encore une fois, de l'Arctique jusqu'à l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Et même jusqu'en Iran, bien sûr. Nous sommes face à une situation de crise qui pourrait éclater à tout moment. Si vous saviez ce que j'ai entendu, je ne peux pas en parler avec précision. Ce que nous faisons actuellement autour de la périphérie de la Russie, avec nos forces militaires, même si cette stratégie de défense nationale semble indiquer que nous allons nous concentrer sur l'hémisphère occidental et sur le territoire national, peut-être qu'une partie de cette concentration sur l'hémisphère occidental consiste à voler autour de Mourmansk de manière très dangereuse, à effectuer des patrouilles autour de la périphérie de la Russie, dans des endroits extrêmement dangereux, comme la mer d'Okhotsk, la péninsule du Kamtchatka, ou au large de Mourmansk, comme je l'ai dit, ou même dans certaines zones du passage Jiuk, où nous suivons des sous-marins russes et autres, comme nous le faisions auparavant. Ce n'est pas une situation qui favorise de bonnes relations entre les États-Unis et la Russie, même si l'Ukraine n'était pas là. Maintenant, on peut dire que vous avez un Now, you can say Ukraine prompted some of this. I don't think so. I think we'd be doing it anyway. Je ne pense pas. Je crois que nous l'aurions fait de toute façon, parce que nous avons cette priorité. D'ailleurs, la nouvelle stratégie ne détourne pas l'attention de la Russie et de la Chine. Elles sont mentionnées dans la stratégie. Elle précise simplement que dans l'ensemble, la stratégie sera axée sur l'hémisphère occidental et le territoire national. Mais plus loin dans le texte, il est question de la Russie, de la Chine et d'autres sujets similaires. On y parle de la dissuasion nucléaire, des fonds qui seront alloués à cela. Donc ce n'est pas un changement si important, sauf dans la portée générale, qui consiste à dire au reste du monde que les États-Unis, dans une certaine mesure, se replient sur eux-mêmes. Et les endroits où cela se fait le plus sentir en ce moment sont le Japon, la Corée et l'Europe. Et lorsque cela sera pleinement mis en œuvre, je suis sûr que l'impact sera encore plus large.
And when it comes out fully, I'm sure it will register more broadly. We had the European representatives in the Nous avons eu les représentants européens à Washington qui discutaient avec l'administration Trump afin de faire pression sur la Russie. Car après tout, nous savons que l'Europe est l'un des principaux importateurs de pétrole russe. Même après les sanctions, Nord Stream, tout cela, ils continuent d'importer beaucoup de pétrole russe. Mais ils reçoivent une partie du pétrole de l'Inde et de la Turquie. Il semble que Donald Trump et les Européens essaient de gérer quelque chose concernant la question du pétrole russe. Comment cela est-il possible pour l'Europe aujourd'hui, compte tenu des difficultés auxquelles elle est confrontée? Je ne vois personne capable de fournir à l'Europe autant de pétrole et d'énergie dont elle a besoin. Nima, les marchés pétroliers. J'ai toujours su qu'ils étaient incroyablement complexes. Mais au cours de l'année écoulée, j'ai eu l'occasion de voir les choses à travers les yeux d'autres personnes, la plupart étant vraiment compétentes dans leur domaine. Et j'ai fini par comprendre à quel point les marchés pétroliers sont fluides, à la fois en ce que j'appellerais le pétrole voyou, comme par exemple Glencore et Mark Risch à l'époque de Saddam Hussein et du programme pétrole contre nourriture de l'ONU, et du côté des grandes compagnies. Et il existe une vaste gamme, et je pèse mes mots, une vaste gamme, d'acteurs qui évoluent quelque part entre les grandes compagnies et les acteurs marginaux. Ce sont des gens qui vont et viennent sur le marché noir, si l'on veut, les marginaux et les grandes compagnies. Et ils opèrent entre les deux. Et ils maintiennent des oléoducs en fonctionnement dont personne ne sait qu'ils existent. J'ai appris l'existence d'un oléoduc dont personne n'avait entendu parler pendant des années, qui avait été construit et pompait une quantité assez importante de pétrole dans une zone très critique du monde. Ce genre de choses se produit, mais il semble capable de se regrouper, du moins pour s'assurer qu'ils réalisent un profit et que les pays qui ont besoin d'énergie reçoivent cette énergie. Et quand je dis qu'ils réalisent un profit, cela peut être par exemple comme les Kurdes, qui pompaient depuis Kirkouk, ce que Bagdad n'appréciait pas. Bagdad a fait savoir que toute grande compagnie qui traiterait avec les Kurdes serait sanctionnée par Bagdad. Et comme la capacité de Bagdad revenait en ligne et rivalisait vraiment avec l'Arabie saoudite à bien des égards, et si elle exploitait pleinement son potentiel, elle dépasserait l'Arabie saoudite. C'est l'Irak. Donc Bagdad avait une certaine influence sur les grandes compagnies. Bagdad s'adressait donc aux grandes compagnies. Et qu'est-ce que j'entends par là? J'entends ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Total, toutes ces grandes entreprises. Elles ont cessé de traiter avec les Kurdes parce qu'elles ne voulaient pas s'attirer les foudres de Bagdad. Devinez qui est arrivé? Tous ces négociants en pétrole marginaux ou semi-marginalisés. Et qu'ont-ils fait? Ils sont venus et ont dit « D'accord, le Brent est à tel prix. Nous allons accorder une remise de temps sur le pétrole. Vous aurez plein d'acheteurs et nous nous occuperons de tout pour vous. Pipeline, navire, peu importe. » Et ils ont effectivement accès aux oléoducs. Alors les Kurdes ont dit « D'accord, très bien, où ça va? » Eh bien, ça va aller en Israël. Ça va aller à Haïfa, mais ça va passer par Seyhan. Ça va être pompé jusqu'à Haïfa ou expédié au port d'Eilat. Plus maintenant, car ce port, les Houthis ont fermé Eilat. Mais c'est ce genre de choses qui se passe. Donc ce que je veux dire, c'est que vous obtenez votre pétrole. Si vous êtes Israël, vous jouez vraiment bien à ce jeu et vous l'obtenez à un prix réduit parce que Israël contourne les règles et fait ses achats auprès des marginaux. Il fait exprès d'acheter auprès des marginaux et obtient son pétrole à un tarif préférentiel, en passant par un enchevêtrement de navires et d'oléoducs. J'ai mentionné Seyhan, donc il faut se demander, est-ce qu'Ankara est au courant? Bien sûr qu'ils le font, parce qu'ils touchent des frais de transbordement. Donc, cela leur est complètement égal.
Mais le monde est très complexe. Ce que l'OCS a fait, c'est ouvrir certaines des parties les moins compliquées du monde, en montrant aux gens ce qui s'y prépare, ce qui est immense, et va profondément modifier la configuration énergétique mondiale, surtout en ce qui concerne la Chine et la Russie. Mais entre cela et les véritables criminels de ce monde, il existe une vaste gamme de personnes qui opèrent en permanence, parfois juste à la limite de la légalité, parfois du côté de la loi, parfois avec les transpondeurs allumés, parfois éteints. Mais c'est cela qui fait tourner les marchés pétroliers. Merci beaucoup, Larry, d'être avec nous aujourd'hui. Désolé que cela doive se faire de cette manière, mais je dois faire réparer mes ordinateurs. Enfin, ce ne sont pas mes ordinateurs, ils vont bien. C'est AOL. Vous entendez, public? AOL. 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 Toujours un grand plaisir, Larry. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Au revoir. À bientôt. À bientôt.